Bonjour, je suis Anne-Louise Davidson et je vous souhaite la bienvenue dans le cadre de cet atelier du MARDIF. L'atelier porte sur les choix pédagogiques dans l'intégration des technologies numériques, approche à privilégier, design d'activités et innovation pédagogique. Dans plusieurs pays, le quotidien des gens est complètement imprégné par les technologies. On constate que pour certains, les technologies ont pénétré toutes les dimensions de leurs activités. Humain.com se réveille avec son téléphone intelligent, reçoit les notifications de son calendrier électronique qui est partagé avec les calendriers électroniques de plusieurs autres personnes ou groupes, travaille toute la journée à partir de plusieurs interfaces qui sont toutes reliées ensemble. Tout passe par la technologie. Humain.com s'échange et partage des documents, communique à travers le système de voix sur réseau IP, s'envoie des textos à travers une multitude d'interfaces, crée, édite et partage des documents multimédia, s'engage dans des communautés virtuelles et dans le changement social, utilise les technologies dans ses déplacements, pour ses choix de consommation, etc. Dans le texte de cet atelier, vous pourrez lire la toile de fond du problème et des questionnements qui surgissent quant à l'usage des technologies numériques pour les enseignants et les concepteurs pédagogiques. Arrêtons-nous ici un moment sur le problème qui se pose quand vient le temps d'intégrer les technologies dans l'apprentissage. Pour l'entrée dans la présentation de cette vidéo, nous soulignerons donc les éléments suivants. Toute action ou interaction que l'on fait avec les technologies numériques en tant qu'usager implique, au préalable, le développement de certaines compétences techniques, aussi appelées manipulatoires, des compétences informationnelles, sociales et épistémologiques. Être prêt à développer de nouvelles compétences. Dans un contexte éducatif, quelles compétences technologiques est-ce que l'enseignant ou l'enseignante doit posséder? Dans un contexte de conception de matériel d'apprentissage ou de ressources pédagogiques, quelles compétences technologiques est-ce que le concepteur ou la conceptrice pédagogique doit posséder? Dans un contexte d'apprentissage en face à face, quelles compétences technologiques est-ce que l'apprenant, jeune ou adulte, doit posséder? Dans un contexte d'apprentissage en ligne, quelles compétences technologiques est-ce que l'apprenant, jeune ou adulte, doit posséder? Et finalement, quel type de pédagogie ou quelle approche pédagogique doit-on adopter avec les technologies numériques? Dans le texte de l'atelier, vous trouverez quelques arguments de base qui servent aux chercheurs dans le monde de la recherche en technologie éducative. Rapidement, je vous dirai qu'il ne s'agit pas simplement d'utiliser la technologie dans la salle de classe. Il est important de bien réfléchir à comment on utilise les technologies et à qu'est-ce que les apprenants gagnent à utiliser ces technologies. En effet, il existe des distinctions fondamentales entre enseigner à propos des technologies, comme enseigner la programmation, enseigner avec la technologie, comme enseigner avec une présentation PowerPoint sur un smartboard, et enseigner à travers les technologies, comme dans le cas de cet atelier. Il arrive, dans un contexte de technologie numérique, qu'un élève sache quelque chose que l'enseignant ne sait pas. Il faut absolument repenser notre rôle en tant qu'enseignant. Nous ne sommes pas des dieux de la connaissance. Au contraire, nous sommes des apprenants aussi, mais la seule distinction, c'est que nous connaissons le chemin vers l'expertise parce que nous y sommes allés. Il faut accepter que peu importe notre expertise didactique, que les élèves puissent nous en apprendre avec les technologies. En technologie éducative, il existe un grand débat appelé le débat Clark et Kozma, ou le débat des médias. En somme, Richard Clark a dit en 1984 « Les technologies n'influenceront jamais l'apprentissage ». Et 10 ans plus tard, Robert Kozma a répondu « Oui, les technologies influencent l'apprentissage si elles sont bien utilisées ». Ce débat dure depuis 30 ans. Certains sont du côté de Clark, d'autres du côté de Kozma. De quel côté êtes-vous? Et pourquoi? Chose certaine,
Il ne suffit pas de se remplir d'informations pour savoir quelque chose, parce qu'il faut apprendre à structurer cette information. Et avouons que le simple fait de savoir structurer l'information n'est pas suffisant pour être connaissant dans un domaine. Il faut donc trouver un équilibre et comprendre que la nouvelle culture d'information ne signifie pas que les gens sont plus savants automatiquement. C'est le rôle de l'enseignant de penser à des stratégies pour pouvoir favoriser des apprentissages. Je profite donc de l'occasion pour vous illustrer les modèles que j'ai décrits dans le texte de l'atelier. Par contre, ceci ne suffit pas pour comprendre les fondements des modèles. Vous devez donc lire le texte de l'atelier pour approfondir votre compréhension. Nous proposons d'aborder le dialogue en se posant 2 questions fondamentales. La première, quelle est mon approche pédagogique préférée? Et la deuxième, quelle est la meilleure technologie que je puisse utiliser pour arriver à mes fins pédagogiques? Imaginons donc la pédagogie en tant qu'objet distinct. De quoi cet objet serait-il fait? Il existe certainement des dizaines d'approches pédagogiques avec une foule de variations, ce qui rend le concept un peu difficile à expliquer et difficile à saisir. Toutefois, en parcourant la littérature dans le domaine, on constate qu'il est possible d'expliquer toute la gamme d'approches pédagogiques à partir de 4 concepts orientés sur 2 axes orthogonaux. Ces axes ressemblent un peu à l'inventaire d'approches pédagogiques décrit dans l'étude phénoménographique de l'équipe de Trigwell et Prosser. Le premier axe décrit la pédagogie centrée sur l'activité de l'enseignant et centrée sur l'activité de l'apprenant. L'activité centrée sur l'enseignant signifie que le rôle de l'enseignant est prédominant et son but est surtout de transmettre l'information. La connaissance antécédente de l'apprenant n'est pas importante. L'apprenant va apprendre des faits et des aptitudes dans le cours. L'activité centrée sur l'apprenant signifie que le rôle de l'apprenant est prédominant et son but est surtout qu'il développe des compétences. Ce que l'apprenant amène dans la classe, ses connaissances antécédentes, est réinvesti dans les activités. Peu importe ce qu'il sait déjà, l'apprenant va apprendre quelque chose de nouveau dans le cours. Le deuxième axe décrit une pédagogie orientée par le produit et orientée par le processus. Une pédagogie orientée par le produit signifie que le résultat final est le plus important. L'apprenant doit acquérir les concepts de la discipline à l'étude et donner des preuves de cette acquisition à la fin du cours ou de l'unité. Une pédagogie orientée par le processus signifie que les étapes pour arriver au processus sont ce qu'il y a de plus important. L'apprenant doit développer les concepts ou les compétences en lien avec le cours et montrer de façon graduelle comment l'apprentissage s'est fait en laissant des traces. Imaginons maintenant que Marie est une enseignante d'anglais qui prépare bien ses leçons qu'elle récite aux élèves. Pour elle, les élèves n'ont pas à mémoriser le contenu des leçons pour montrer qu'ils ont appris, mais ils doivent montrer qu'ils ont compris en appliquant les concepts et en créant des textes qui montrent qu'ils sont capables de changer leurs concepts graduellement. L'enseignement de Marie serait donc centré sur l'enseignant et orienté par le processus. Imaginons maintenant que Jack est un enseignant d'informatique. Pour lui, les élèves doivent mémoriser le contenu de ses leçons et il prépare des épreuves basées sur la mémorisation du langage informatique. L'enseignement de Jack serait donc centré sur l'enseignant, mais orienté par le produit. Imaginons que Joe est un enseignant de religion. Il sent qu'il enseigne quand il accompagne les élèves dans le développement de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur croissance personnelle. Il place les élèves devant des dilemmes éthiques et leur demande de réfléchir à comment ils réagiraient dans cette situation et demande qu'ils documentent leurs réflexions avec des textes qu'ils choisissent eux-mêmes. Il prend des notes sur les étapes du travail et sur les discussions dans lesquelles les élèves participent et leur demande une auto-évaluation et une évaluation par les pairs. Il prend toutes ces évaluations et tous ces documents en compte dans l'évaluation finale. L'enseignement de Joe serait donc centré sur l'apprenant et orienté par le processus.
Imaginons maintenant que Vicky est une enseignante de beaux-arts, aussi appelée art plastique au Québec. Tout comme Joe, elle se sent davantage une accompagnatrice dans la co-construction des savoirs et moins comme une enseignante traditionnelle avec de la matière qu'elle doit enseigner. Elle laisse les élèves choisir le sujet de leurs œuvres d'art et le médium qu'ils veulent utiliser, et elle assure une présence durant l'atelier. Peu importe les erreurs qu'ils font en cours de route, Vicky croit toujours que le résultat final est le plus important parce que c'est le résultat final qui est présenté dans les galeries d'art. Les personnages et les scénarios que je viens de vous présenter sont tous des cas extrêmes pour illustrer les scénarios, mais il existe autant de variations sur l'échelle des axes que de scénarios. À vous de voir quelles sont les meilleures combinaisons, mais soyez assurés que le scénario de Jack, même s'il peut s'avérer juste dans certains contextes, est probablement le scénario qui assure le moins de transfert des apprentissages dans une perspective d'innovation pédagogique. Lorsqu'il est question d'intégrer les technologies numériques dans l'apprentissage, la classification de Desjardins de 2005 est fort utile puisqu'elle se penche sur les compétences et les interactions technologiques. Dans cette perspective, un certain nombre de compétences technologiques sont nécessaires pour arriver au moins à accomplir certaines tâches avec une technologie numérique. Plus on devient habile avec les outils, plus on arrive à faire plus et mieux en utilisant les technologies, au point où éventuellement on se met à modifier nos façons de faire. Le passage suivant est souvent un peu plus difficile. Il s'agit d'imaginer une nouvelle façon de concevoir la tâche ou le problème lui-même, complètement en fonction de ce que l'on connaît des possibilités de la technologie numérique. Par contre, avant de procéder, on s'informe au sujet de solutions et d'outils dont on est à peine conscient et on se forme à celles-ci. On développe de nouvelles compétences qui nous permettent en revanche encore de comprendre le problème ou la tâche originale de façon différente. Dans une perspective d'un tel cycle, le développement de compétences technologiques permettant de redéfinir les tâches qui nous demandent ensuite de développer d'autres nouvelles compétences, il nous importe de tenter de concevoir nos activités d'enseignants surtout ou de concepteurs pédagogiques en fonction de possibilités technologiques et de voir comment rediriger le développement des compétences qui y seraient nécessaires. Pour nous aider dans la définition de ces compétences à développer, nous classerons les compétences en 4 ordres. Premièrement, il s'agit de compétences techniques ou manipulatoires, ou simplement comment faire fonctionner les outils. Le deuxième, les compétences d'ordre social et communicationnel, ou comment parler et agir avec d'autres de façon convenable, efficace, respectueuse et sécuritaire en ligne. Le troisième, les compétences d'ordre informationnel, ou comment non seulement chercher et sélectionner l'information, mais bien comment assurer une collecte automatisée et constante d'informations pertinentes à partir de réseaux d'information et de réseaux sociaux. Comment filtrer ces informations et comment les relier à des structures pertinentes. Les compétences d'ordre épistémologique et computationnel, ou comment concevoir ou reconstruire un problème ou une tâche de façon hautement formelle et structurée, de façon à pouvoir en confier une partie du travail à un système informatique. Maintenant que nous avons vu le modèle de pédagogie et le modèle de compétences de technologie numérique, nous pouvons prendre un recul et nous demander quelle est la relation entre ces deux modèles qui sont représentés par les conceptions que nous nous faisons de ces deux objets distincts. S'il existe une relation, cette relation doit venir d'un choix conscient et non pas d'une réaction d'intégration pédagogique des technologies numériques. D'où peut venir cette relation? Prenons cet exemple en considération. Jack, nous l'avons dit, est un enseignant d'informatique. Il s'inscrit dans une pédagogie centrée sur le contrôle de l'activité par l'enseignant et toutes les activités sont orientées par le produit de l'apprentissage des élèves. Nous n'avons pas dit que Jack enseigne en ligne dans un club qui rassemble plusieurs écoles. Les élèves doivent tout d'abord maîtriser les compétences
d'ordre technique relatives à l'interface technologique, poursuivre le cours et utiliser les logiciels de programmation, ce qui est implicite dans un cours en ligne. Alors Jack n'en tient pas compte. Les élèves doivent aussi savoir comment accéder aux documents et aux ressources que Jack met en ligne. Ensuite, ils doivent savoir comment déléguer un traitement à l'ordinateur, ce qui implique des compétences d'ordre épistémologique. Les élèves peuvent ensuite discuter du travail dans le forum de discussion, mais puisque le cours est très compétitif, il arrive rarement que les élèves discutent ensemble. La compétence d'ordre informationnel et la compétence d'ordre épistémologique sont donc les deux compétences les plus importantes pour Jack. Il a fait un choix qui relève de la relation entre les deux modèles. Ajoutons que Jack n'agit pas seul. Il fait partie d'un groupe d'enseignants qui sont tous différents, mais ils enseignent tous dans un même système scolaire. Il arrive que Jack échange avec eux et certains sont des amis. Par exemple, il aime échanger des pratiques avec Pierre, mais il arrive qu'il fasse des projets avec Marie pour rendre le travail plus authentique et interdisciplinaire. Il est ami avec Joe et les deux font partie d'un groupe de jeux vidéo en ligne. Les interactions influencent parfois les choix de Jack, et parfois, Jack influence les choix des autres. Parfois, ces influences sont explicites et parfois, elles sont implicites. En fin de compte, l'humain fait toujours partie de plusieurs groupes sociaux et ses choix viennent de ses expériences dans un environnement social. Pour qu'un enseignant ou un concepteur pédagogique puisse créer des activités d'apprentissage qui intègrent les technologies numériques à bon escient, il est essentiel que sa décision relève d'un choix délibéré plutôt que d'une réaction ou encore d'une intuition. Regardons comment l'humain fait un choix selon une perspective d'intelligence artificielle. Tout d'abord, l'humain doit se faire une représentation de l'objet. Se faire une représentation, c'est de se créer une image mentale de l'objet externe. Par exemple, j'ai une image mentale d'une chaise. Si je vois une chaise longue, une chaise minimaliste ou une chaise de bureau, je peux les classer sous le concept chaise parce que j'ai des catégories de chaises. Si je veux choisir une chaise pour manger, je suis en mesure de discriminer les propriétés qui sont pertinentes. Par exemple, je veux une chaise avec un dossier droit, un coussin confortable et des bras. Je regarde les chaises qui sont disponibles. Il y en a deux qui correspondent à mes besoins. La première a un coussin usé et la deuxième a un bras avec des bouts de bois qui sortent. Dans mon cas, j'ai une chemise toute neuve que je viens d'acheter. Puisque j'ai une chemise toute neuve, je vais sélectionner la seule chaise qui correspond à mes besoins du moment. C'est après la sélection des propriétés conservées que je suis en mesure de faire un choix. Imaginons maintenant que Marie veut créer une activité d'apprentissage qui intègre les technologies. Elle a une conception ou une représentation de l'objet pédagogie et une conception ou une représentation de l'objet technologie numérique. Dans sa manière de comprendre ces deux objets distincts, elle les a catégorisés, c'est-à-dire qu'elle leur a attribué des caractéristiques. Puisque Marie connaît les modèles que nous avons décrits plus haut, ou plutôt auparavant dans la vidéo, elle discrimine les propriétés des deux objets. Pour l'objet pédagogie, elle décide de conserver la propriété centrée enseignant et orientée processus parce qu'elle veut donner une leçon sur la dissertation. Elle enseigne l'anglais à 30 élèves dans une école en même temps qu'à 200 élèves dans 12 sites distants dans le nord du Canada, là où il n'y a pas d'enseignants qui connaissent la technique de dissertation. Les élèves des sites distants regardent son cours en visioconférence. Dans chaque site distant, il y a un superviseur pour faire de la gestion de classe et un technicien pour faire des branchements. Pour s'assurer que la qualité du son est bonne, pour s'assurer que la communication se fasse bien entre les élèves et l'enseignante. Marie décide donc que l'ordre de compétences sociales sera à privilégier dans cette activité d'apprentissage parce que les élèves doivent apprendre à travailler ensemble
entre les sites. Ils doivent donner des commentaires constructifs à leurs pairs et travailler en équipe. Elle voudra aussi travailler l'ordre de compétences informationnelles. Après tout, les élèves devront produire leur dissertation en ligne et échanger des documents. Elle gardera des notes sur les étapes de la rédaction, sur les interactions en ligne, et elle demandera aux élèves de garder des traces de leur travail pour montrer qu'ils ont appris du processus de la dissertation. Les élèves devront remettre la dissertation ainsi que tous les documents qu'ils ont édités avec leur pairs. Tous ces documents seront pris en considération dans l'évaluation. Le choix que Marie a fait est un amalgame des deux objets distincts. De là, le mélange de couleurs entre le bleu et le rouge, ce qui donne le cercle violet. Nous l'avons dit, il arrive qu'une approche pédagogique plus classique soit nécessaire pour certains apprentissages dans certains contextes. Mais il s'agit d'exceptions à la règle et cela ne garantit pas le meilleur apprentissage. Règle générale, pour favoriser des apprentissages authentiques avec les technologies, pour préparer l'apprenant au monde qui l'attend, pour développer des compétences transférables, pour émanciper, il faut innover. Quel processus de choix pensez-vous que Joe et Vicky ont fait? Avec les technologies numériques, oui, il faut innover. Mais encore faut-il se poser la question « Comment ?» À nous de jouer. Merci.